Bien, mes chers collègues, je sens que le retour du soleil égaye un peu les rangs. Bien, nous allons donc, si vous le voulez bien, commencer ce 39e conseil municipal de notre mandature. Je voudrais commencer malheureusement par encore une disparition de quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour la ville de Luçon. Je veux parler donc de Pierre Thibault qui est décédé. Je vous rappelle que Pierre Thibault a été conseiller municipal ici de 65 à 95 pendant 30 ans et qu'il a été président de la foire, président d'une association de commerçants, qu'il a fait beaucoup d'actions dans le domaine du sport. C'était quelqu'un qui était très engagé pour la ville de Luçon. Il nous a quittés à un âge respectable. Mais je tenais à ce qu'on lui rende hommage aujourd'hui. Et je voudrais dire personnellement que Pierre, au fil des années, était devenu un véritable ami, même si jamais on avait quelques années de différence. En tout cas, il m'a appris beaucoup dans certains domaines, en particulier celui de la politique, puisque c'était lui, avec Rosier Roland, qui était venu me parler d'un éventuel engagement donc, dans la politique de la ville. Et à ce titre, je me sens particulièrement touché par sa disparition aussi. Non pas pour cela, mais pour toute l'action qu'il a pu faire pour la ville de Luçon. Je vous demanderai de bien vouloir respecter une minute de silence. Bien, nous allons devoir désigner un secrétaire de séance. Je vous propose notre Benjamin, M. Charpentier, s'il accepte cette lourde charge. Tout le monde est d'accord. J'ai reçu un certain nombre de pouvoirs. Le pouvoir de Mme Yveline Thibault pour Mme Monique Reculot. À noter que Mme Thibault est depuis cet après-midi à nouveau grand-mère. C'est la raison pour laquelle elle n'est pas là ce soir. Madame Géraldine Libersart a donné son pouvoir à Madame Fabienne Parpaillon. Madame Chantal Saint-Lô a donné son pouvoir à Michel Simonet. Monsieur Guy Caillé a donné son pouvoir à Dominique Bonin. Madame Marie-Paul Coirier a donné son pouvoir à Madame Olivia da Silva. Et Monsieur Hervé Devoix a donné son pouvoir à Monsieur Loïc Nolot. Nous avons à approuver un procès-verbal de séance, celui du 3 avril 2018. Avez-vous des remarques? Non. Donc je le considère comme adopté. Avant de commencer l'ordre du jour, je vais vous proposer une motion sur les zones défavorisées simples, les ZDS. Je vous explique. Ce sont des subventions qui sont données par l'État pour pouvoir aider les agriculteurs à entretenir des zones défavorisées simples, et en particulier les zones humides dans nos territoires. La quasi-totalité du parc naturel régional du Marais Poitevin est sous ce régime défavorisé. Et si jamais on n'avait pas aujourd'hui des agriculteurs qui entretenaient les zones humides, je rappelle que depuis qu'il y a eu la récupération du label, plusieurs hectares, plusieurs dizaines d'hectares, voire une centaine d'hectares ont été récupérés par les zones humides grâce aux agriculteurs et grâce aussi au fait qu'ils touchaient des subventions pour ça, ce qui leur permettait non pas de gagner de l'argent, mais tout simplement d'équilibrer le temps de travail qu'ils avaient à faire. Aujourd'hui, 12 communes en Vendée et 14 dans les Deux-Sèvres se sont vus supprimer les aides des zones défavorisées simples. C'est, à mon sens, un quasi-arrêt de mort du parc naturel régional du Marais Poitevin. Donc, l'ensemble des communes qui sont concernées sont bien sûr intervenues, et je vous propose, en tant que ville-porte du parc naturel régional du Marais Poitevin, de prendre une motion
pour faire bouger donc ces décisions, assez d'ailleurs inattendues. Le préfet les a découverts au moment où il a ouvert la lettre pour présenter donc aux différents acteurs donc, qui sont intéressés par ces ZDS. Le draft lui-même a dit « je ne comprends pas la logique de ces décisions ». Donc on sent bien que ça a été une décision purement technocratique qui nous vient de Paris, avec une vision très éloignée donc, du territoire. Et le seul moyen de faire bouger ça, puisque c'est déjà remonté auprès de l'Europe, c'est bien entendu l'action politique que l'on peut avoir. Et cette action politique, il faut qu'elle soit pour porter unie, quelles que soient donc, les sensibilités. Donc si vous voulez bien, je vais vous lire cette motion. Motion zone défavorisée simple pour que la totalité de la zone humide du Marais Poitevin soit intégrée à la ZDS. Le ministère de l'Agriculture a rendu public le projet de zone défavorisée simple à la fin du mois de février 2018. Celui-ci semble prévoir le retrait des communes du Marais Poitevin, 2 communes du Marais Poitevin. Cette situation n'est pas acceptable. La préservation de l'élevage et des prairies naturelles humides est l'enjeu principal de notre territoire. C'est un volet important du plan gouvernemental pour le Marais Poitevin et de la charte du parc naturel régional. La suspension de l'indemnité compensatrice de handicap naturel qui découlerait de ce nouveau zonage serait préjudiciable aux éleveurs. Ce nouveau zonage fragiliserait l'ensemble de la politique de préservation des surfaces de prairies et de soutien de l'élevage menée par l'État, le parc, les collectivités et la profession agricole. Afin de conserver la cohérence de l'action publique en faveur des prairies naturelles humides, support de la biodiversité du Marais, le conseil municipal de la commune de Luçon, lors de sa séance du 15 mai 2018, demande à ce que toutes les communes du territoire du Marais Poitevin soient intégrées à la zone défavorisée simple. Voilà ce que je vous propose. Y a-t-il des interventions? Monsieur Nolot? Oui, on vous accompagnera sur cette motion. Il est vrai qu'il y a une solidarité à avoir et le Marais Poitevin ne peut pas être... Dans cette partie, en plus, c'est les communes peut-être les plus touchées par cet handicap de l'humidité et de l'eau, puisque la plupart des agriculteurs ont leurs bêtes emmenées sur des barques et ça ne doit pas rester une carte postale. Enfin, si, ça doit rester une carte postale. Et surtout aller sur une jachère, puisque ça ne pourra même pas être utilisé en terre agricole, puisque emmener de... Voilà. Donc c'est une absurdité totale, bureaucratique et technocratique, encore une fois. Et on vous accompagnera là-dessus. Et il faut un fort soutien pour ces agriculteurs, parce qu'on imagine bien qu'une fois terminé l'agriculture, pas l'agriculture, mais l'élevage dans ces parties-là, il paraît compliqué de remettre des éleveurs dans ces parties. Donc on vous soutiendra là-dessus sur cette motion. Bien, je vous remercie. D'autres interventions? Non, donc je soumets cette motion à votre vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Première délibération, l'indemnité de conseil allouée au receveur municipal. Vous savez que chaque année, on doit donner un pourcentage d'indemnité de conseil. Nous avions par le passé baissé cette indemnité parce que réellement on avait des problèmes dans les conseils qui étaient apportés par les prédécesseurs de la personne qui est là aujourd'hui. Le paysage a complètement changé puisque aujourd'hui, Madame Chantal Billet, qui a pris ses fonctions au 1er octobre 2017, est quelqu'un d'excellent conseil avec lequel il y a des relations qui sont des relations tout à fait ouvertes et productives pour nos services. Je vous proposerai donc cette année de reconduire les 100% tels qu'on le faisait par le passé. Avez-vous des remarques ou des questions, monsieur Nolot? Juste pour rappel, l'année dernière, on s'était abstenu parce qu'on trouvait incohérent d'avoir toujours voté les 100% et d'être passé à 50%. On estimait peut-être qu'à cette époque, c'était peut-être à la tête des clients. Donc on le revotera ici puisqu'on repasse à 100%. Et ça serait bien d'avoir une ligne claire et continue sur ce sujet. Il y a des communes qui font 0. Peut-être que on tombe sur des bons ou des moins bons, mais il y a un moment donné, il faut avoir une ligne directrice claire et 100% nous paraît cohérent sur ce sujet. C'est-à-dire que c'est une indemnité de conseil. Quand on n'a pas de conseil, ou très peu de conseils, ou des mauvais conseils comme on a eu, il y a un moment où il faut le faire savoir. Hein. C'est quelque part
aussi la prime au bon travail, entre guillemets, hein, qui est prônée aujourd'hui, je crois, par un très grand nombre. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres interventions, je le soumets à votre vote. Y a-t-il des contre, des abstentions? Qui est pour? À l'unanimité, donc je vous en remercie. Deuxième délibération, c'est une demande d'autorisation d'engager une action contentieuse suite au rejet de l'État de la reconnaissance de catastrophes naturelles liées à la sécheresse de 2016. Bon. Vous savez qu'en 2016, il y a eu une sécheresse qui a été relativement forte et qu'une des conséquences que l'on a pu voir sur la quasi-totalité de notre département, c'est l'apparition donc de fissures importantes dans les maisons. Donc il a été fait un certain nombre donc, de demandes de classement en catastrophe naturelle de manière à ce que les assurances puissent intervenir. Sur Luçon, nous avons seulement 2 dossiers, c'est-à-dire seulement 2 dossiers, mais on a 2 dossiers. Hein, et donc nous avons suivi cette action qui est une action départementale. En septembre 2017, on a eu tout simplement un rejet du ministère donc, sur cette demande de classement en catastrophe naturelle. Alors bon, il est marqué dans la libération que je vais vous donner lecture hein, de la lettre, vous m'en ferez grâce, je pense que vous l'avez lu attentivement chacun, mais en fait cette position n'a pas été faite que pour nous, c'est sur l'ensemble du département. Comme quelque chose de principe. Et ce qui est assez bizarre, c'est qu'en fait, les tenants et les aboutissants pour lesquels ils ont été refusés sont relativement troubles, relativement flous, ce qui nous a semblé contestable hein, de ce point de vue. Donc, la quasi-totalité des communes donc, qui ont été concernées ont fait un recours amiable donc, auprès de la préfecture, qui a été, du ministère de l'Intérieur, qui a été rejeté donc, le 3 avril 2018. Donc, il ne nous reste qu'une seule possibilité aujourd'hui, c'est de contester en fait ça devant le tribunal administratif. C'est en fait l'association des maires de Vendée et des communautés de communes de Vendée qui groupent l'ensemble hein, des collectivités de manière à ce qu'on fasse une action. Donc l'action qu'on va faire aujourd'hui n'est pas seulement pour les 2 cas que nous avons ici sur Luçon, mais en fait c'est un acte de solidarité sur l'ensemble des cas que l'on retrouve donc sur le département. Du coup, le département propose hein, d'avoir un cabinet juridique hein, et un avocat en particulier qui est Maître Grégoire Tertré, qui coordonne l'ensemble des demandes. Hein, et ce que je vais vous proposer donc ce soir, c'est de prendre les décisions suivantes. D'abord de valider la démarche qui a consisté à présenter un recours gracieux au ministre de l'État, ministre de l'Intérieur, à l'encontre de l'arrêté du 27 septembre 2017 portant refus de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour la commune de Luçon au titre de la sécheresse 2016. De prendre acte de la décision de recours gracieux. De donner votre accord pour poursuivre en justice l'annulation de cet arrêté et la décision de rejet de recours gracieux, de me donner mandat pour représenter la commune en justice dans le cadre de cette affaire et devant l'ensemble des juridictions jusqu'à l'intervention d'une décision définitive, de mandater donc le cabinet Atlantis Juris représenté par Maître Grégoire Tertré, avocat associé, spécialiste en droit public pour assister et présenter la commune dans cette affaire, et de me donner mandat pour assurer la parfaite exécution de la présente délibération. Avez-vous des remarques, des questions, Monsieur Nolot? Oui, juste, s'il est tout à fait normal d'être solidaire avec nos concitoyens, pourrait-on connaître le coût? Et effectivement, on en a parlé en commission finances, qu'il était possible, si on gagnait, ce qui paraît compliqué aujourd'hui, d'avoir donc le retour sur investissement, entre guillemets. Alors, où en est-on et... Si jamais il y a une annulation et que le tribunal administratif déclare derrière qu'il y a catastrophe naturelle,
ce sont en fait les habitants qui vont pouvoir donc toucher quelque chose. La ville en tant que telle... la ville va participer... C'est 1000 euros, 1200 euros. Ça va... Voilà. Voilà. Nous, on met 1200 euros et l'assurance nous rembourse. Voilà. Par dossier ou pour la totalité? Pour la totalité. Ouais, c'est en fait, si vous voulez, toutes les villes vont donner des montants qui doivent être proportionnels à un critère qui m'échappe, mais derrière, ça permet de payer. Voilà. D'autres remarques ou questions? Donc, y a-t-il des contre, des abstentions? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. Nous passons à la troisième délibération qui va parler de subventions pour la restauration des façades, comme à l'accoutumée. C'est Madame Michèle Simonet qui va nous traiter ce sujet. Merci, Monsieur le maire. Donc une délibération que nous prenons maintenant pratiquement à chaque conseil, et c'est une bonne chose. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération du 30 octobre 2006 accordant une aide pour la restauration des façades situées à l'intérieur du périmètre des SPR, vu le certificat de conformité des travaux établis par M. Yves Nicolas, architecte chargé de l'instruction de ces dossiers, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 2 mai 2018, après avoir entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, accorde la subvention suivante, donc à M. Massy Jean-Claude, une subvention de 2 000 €. Dit que les crédits sont inscrits sur le compte 20 422 du budget principal et autorise M. le maire ou moi-même à signer tout document à venir se rapportant à cette affaire. Remarques ou questions? Y a-t-il des contre, des abstentions? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Nous allons maintenant passer à un certain nombre de subventions, et on va commencer par celle des subventions patriotiques pour l'année 2018. La parole est à Monsieur Bonin. Merci, Monsieur le maire. Donc, vous avez devant vous le tableau des subventions patriotiques qui sont accordées. Alors, il y a 5 associations sur les 9 existantes à Luçon qui ont souhaité déposer un dossier. Donc, pour un montant global de 540 €, vous avez donc la MAC, les anciens marins, 150, la FNRG, les gendarmes, 100, la médaille militaire, 100 €, les officiers de réserve, 90, et puis les Diables Rouges, c'est une association de véhicules anciens qui viendra donc sur Luçon au 11 novembre pour un montant également de 100 €. Voilà. Donc, c'est très, très simple, et puis voilà, une enveloppe, somme toute, non négligeable pour eux, parce que bien sûr les associations patriotiques sont présentes à toutes les cérémonies pratiquement, donc c'est juste un retour pour elles. Voilà. Remarques, questions? Donc y a-t-il des contre, des abstentions? Qui est pour? Donc à l'unanimité, je vous en remercie. 5e délibération, renouvellement de la convention de coordination entre les forces de sécurité de l'État et la police municipale. C'est le décret numéro 2012, alinéa 2 du 2 janvier 2012. La parole est à Monsieur Bonin. Merci, Monsieur le maire. Donc c'est une convention de coordination entre la police municipale et les forces de sécurité de l'État qui précise la nature et les lieux des interventions des agents de police municipale sur certains secteurs de la ville et dans certaines circonstances. Elle détermine également les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles de la police nationale et la gendarmerie nationale, notamment dans certains domaines. Alors la lutte contre les pollutions et les nuisances, la lutte contre la consommation excessive d'alcool et ivresse publique, la sécurité routière, la prévention de la violence dans les transports, la lutte contre la toxicomanie, la prévention des violences scolaires, la sécurité des enfants aux abords des écoles, enfin des enfants et même des adultes, l'enlèvement des véhicules en stationnement abusif, la lutte contre les occupations illicites et les mesures du plan national de lutte contre les cambriolages et vols à main armée. Enfin, les actions de prévention via le dispositif également Opération Tranquillité Vacances, qu'on appelle OTV, la surveillance des foires et marchés et des manifestations sportives, culturelles ou patriotiques. Cette convention est valable sur 3 ans et elle arrive à échéance en août 2018. C'est pour ça que l'on prend cette délibération aujourd'hui. La ville de Luçon donc souhaite renouveler cette convention. L'ambition portée par la qualité du partenariat entre la police municipale et la gendarmerie nationale par la mise en œuvre de ses objectifs de tranquillité et de sécurité sur son territoire.
Donc on vous demande d'approuver la nouvelle convention de coordination entre les forces de sécurité de police et la police municipale. Vous avez donc la convention qui est en annexe 1 que vous avez dont vous avez dû prendre connaissance, qui reprend stricto sensu ce que je viens de vous décrire, principalement donc dans les principaux objectifs. Si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Oui. C'est pas une question, c'est un constat. Depuis quelque temps, on voit moins ou peu la police municipale sortir, faire des contrôles. Et je dirais encore un peu plus sur le centre-ville et sur les stationnements gênants, surtout avec le nouvel aménagement qui a été fait de qualité dans le centre-ville. Pour preuve, encore ce matin, j'étais 5 minutes en ville, j'ai vu un 4x4 énorme sur un trottoir devant un passage piéton. J'en ai vu un autre garé encore sur des... Voilà. Et à un moment donné, il va falloir fonctionner et il faudrait que la police municipale, par cette convention, puisse aussi prouver qu'elle est là et qu'elle n'est pas dans ses bureaux. Alors, elle ne fait pas que du bureau, c'est pas ce que je veux dire, hein, mais je trouve que depuis quelque temps, qu'on les voit moins sur le terrain, il y a moins de contrôle et moins de verbalisation. On a un bel outil maintenant en centre-ville, ça serait temps. Alors, on a mis des barrières pour que les gens n'y aillent pas. Ce matin, il y avait encore une dizaine de voitures garées à peu près n'importe où. On ne peut pas empêcher les gens d'aller dans les commerces, hein, on est bien d'accord là-dessus, mais à un moment donné, il y a des piétons, il y a des vélos, il y a des poussettes. Et la police municipale, malheureusement, avec les disques bleus, je ne sais pas quel constat aujourd'hui est fait, on n'en voit quand même pas beaucoup derrière les pare-brises. Donc ça serait peut-être bien qu'il y ait des actions temporaires ou visibles faites par la police municipale, par le biais aussi de cette convention, parce que c'est bien d'avoir une convention, mais il faut aussi avoir les actes derrière. Et voilà. On aimerait les voir un peu plus sortis sur le terrain. Alors, concernant effectivement la présence de la police municipale, en fait, elle est omniprésente, hein, sauf que c'est pas forcément aux mêmes horaires que vous, mais ça c'est tout à fait normal. En ce qui concerne les stationnements, il faut savoir que jusqu'en février, donc, nous avions été un petit peu, on va dire, assez souples du fait des travaux en centre-ville. Entre février et mai, nous avons mis malheureusement plus de PV que durant toute l'année dernière, donc 2017. Ça montre bien que justement il y a malheureusement, donc on a mis énormément de PV. On essaye de faire surtout de la prévention sur le stationnement parce que les gens n'ont toujours pas compris pour beaucoup donc le principe de disques bleus. Et c'est ce qui fait que justement aujourd'hui nous avons mis, hein, j'ai les chiffres, hein, plus de PV en 3 mois qu'en une seule année. On essaye quand même de faire attention parce que si on voulait, effectivement, malheureusement, nous metterions des dizaines de PV tous les jours. C'est pas le but. Le but, c'est vraiment de faire de la prévention. Donc aujourd'hui, on papillonne beaucoup les voitures. C'est ça, il faut papillonner en disant... On papillonne énormément. On connaît les Français, les Luçonnais en font partie. Hein, ouais, à tout un moment donné où... Mais c'est vrai qu'on a quand même... On sait où on part. Donc... Voilà. Si on était parti sur la lancée dans laquelle on était, aujourd'hui, vous verriez le nombre de PV qu'on aurait mis, c'est pas forcément le but. Alors par contre, à savoir aussi, c'est que nous avions un agent de la police municipale qui était en moins depuis pratiquement une année. C'était une jeune femme qui a eu donc bien sûr un enfant et on la félicite. Donc elle reprend son travail aux alentours de début juin d'ailleurs, normalement. À partir de là, donc le service va reprendre dans sa globalité et on espère, on pense quand même que les gens aujourd'hui sont plus sereins concernant donc effectivement ce stationnement de zone bleue qui doit être respecté. Il y a d'ailleurs malheureusement pas que la zone bleue qui est mal compris, il y a aussi les zones 20, enfin les zones de rencontre, hein, parce que là, j'avoue que... Ce qui est malheureux dans cette histoire-là, c'est que ces gens qui se garent souvent mal, c'est toujours souvent les mêmes, quand ils vont à l'extérieur, à La Roche, les Sables ou ailleurs, mettre une pièce dans un parc-mètre aujourd'hui. Ça ne leur pose aucun souci. Par contre, chez soi, c'est plus compliqué. Vous savez, c'est toujours... Ça, c'est bien connu. Hein. Plus la ville est petite, moins les gens marchent, hein, et moins les gens sont respectueux des règles. C'est triste à dire, mais c'est une constatation qui est malheureusement nationale, hein, et de facto donc luçonnaise, puisque vous avez reconnu haut et fort que les Luçonnais étaient français, ce qui est une bonne remarque. Pour ce qui est des zones de rencontre, là, aujourd'hui le marquage est au sol. Hein, il y a un marquage au sol qui signifie bien que normalement on est dans une zone de rencontre. Et on a un petit des panonceaux qui sont mis en place sur les principales artères.
qui ne sont pas suffisamment visibles à notre goût. Donc on atteint un devis là, hein, sur une signalétique beaucoup plus grande qui ferait 1,50 m de hauteur sur 70 de large pratiquement. Une signalétique intéressante qui ferait comprendre aux gens effectivement que c'est le piéton qui est prioritaire. Ensuite ce sont les vélos et enfin les voitures. Voilà. En fait les panneaux que vous avez à l'heure actuelle, c'est des panneaux normés. Hein, voilà. Donc s'il faut faire un peu plus de communication dans ce sens-là, on le fera, même si la communication de temps en temps doit être de l'ordre du répressif. Madame Je voudrais simplement rajouter que je ne jette pas la pierre à la police municipale, loin de là, mais que ça fait partie aussi du civisme de tout un chacun. Et je pense que le mot civisme, aujourd'hui, malheureusement, il faudrait que les gens l'appliquent. Merci. D'autres réactions? Oui. Il faudrait aussi expliquer ce qu'est une zone de rencontre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, en fait, dans le code de la route, à l'époque, ils ne l'avaient pas. Et moi, je vois, c'est un panneau qu'on travaillait beaucoup avec les enfants, mais les adultes ne le connaissent pas. Donc, il y a un travail à faire. C'est le but de la aussi, signalétique qui va être mise en place. Tout à fait. Hein, c'est un panneau d'1,50 m de hauteur sur 70 de large qui vraiment est très explicite. Hein. C'est très imagé, mais très, très sympa. Les gens, on l'espère, le comprendront. Et les gens qui prennent les ronds-points comme il faut, on les compte. Hein, sur les... Il y aurait beaucoup à dire sur l'évolution, mais nul n'est censé ignorer la loi. C'est vrai que la communication est relativement difficile parce qu'on a passé déjà des articles dans le Petit Luçonnais pour expliquer ce que c'était. Et ça reste malheureusement de temps en temps complètement inaudible pour un certain nombre de nos concitoyens. Voilà, s'il n'y a pas d'autres remarques, je vais soumettre cette délibération à votre vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. Monsieur Bonnat va nous parler des tarifs de vente de boissons à l'espace Plaisance. Oui, en fait, comme vous êtes censé le savoir, donc la ville de Luçon est propriétaire d'une licence 4 qui est utilisable donc, à l'espace Plaisance. Une licence 4 aujourd'hui, si dans les 5 années, si durant 5 années elle n'est pas utilisée, elle est perdue, quoi. Hein. Elle est plus viable. Donc à partir de là, il nous faut donc de temps en temps faire en sorte qu'elle puisse être actionnée. C'est pour ça qu'on vous propose une grille de tarification horaire pour certaines boissons alcoolisées. Alors, je ne vais pas vous donner tous les tarifs parce que ce n'est pas forcément nécessaire. Et puis, on ne va pas faire de publicité pour certaines boissons. Mais vous avez donc une tarification avec un tableau qui permet effectivement de mettre en place sur Plaisance, lorsque la licence 4 sera actionnée, notamment pour les alcools forts et certains prix. Voilà tout simplement ce qui est prévu. Donc, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 2 mai, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal demande d'approuver les tarifications applicables aux ventes de boissons de l'espace Plaisance, telles que détaillées dans le tableau annexé. Remarque? Là, c'est juste, on a dit, pour appliquer sur une fête précise. C'est une fois dans l'année. Il faut connaître la fête, non, ou la cérémonie? Alors, c'est organisé par la ville. Ce sont des manifestations organisées par la ville. C'est pas cher. Alors aujourd'hui, ce qui est préconisé, c'est il faut que effectivement la licence 4 soit actionnée au moins une fois. La jurisprudence préfère dire au moins 2 ou 3 fois, quoi. Mais au moins une fois, effectivement. Là, c'est quand c'est une cérémonie ou une fête précise. On va le faire notamment pour le 11 novembre à Luçon, voilà, cette année. D'autres interventions? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. 7e délibération, création de tarifs pour la location de la salle des fêtes, la salle 1, l'Orchidée et la maison des associations patriotiques pour réception après sépulture. Oui, en fait, cette délibération est toute simple aussi. On a des demandes assez régulièrement maintenant, ça ne se faisait pas autrefois, mais depuis quelque temps, des familles qui sont endeuillées et qui malheureusement viennent aussi souvent des régions différentes, qui demandent à ce que soit une petite collation ou un petit verre de l'amitié soit offert après une sépulture. Et c'est vrai que les salles municipales sont à ce moment-là sollicitées. Nous n'avions pas de tarification jusqu'à présent et très souvent les familles disaient mais on aimerait bien quand même donner quelque chose. Alors un don pouvait être fait au CCAS en l'occurrence, mais là donc on a préféré mettre une tarification en place, donc qui va être effective à compter de maintenant pour 3 salles de la ville de Luçon. Ça concerne donc la salle des fêtes,
la salle de l'Orchidée, donc, qui est à la Maison du Maine, et également la Maison des associations patriotiques. Pourquoi ces 3 salles? Parce qu'elles sont adaptées en fonction du nombre de personnes qui pourraient effectivement passer ce moment, disons, de réceptif après une cérémonie. Donc on vous propose une tarification de 40 € pour l'utilisation de l'une de ces 3 salles. Donc vu l'avis favorable de la Commission des finances du 2 mai, ayant entendu l'exposé, le Conseil municipal vous propose donc d'adopter le tarif de 40 € pour l'organisation de réception après sépulture pour la salle des fêtes, la salle numéro 1 Orchidée et la salle des associations patriotiques. Et autorise Monsieur le maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. Remarques, questions? Des contre? Des abstentions? Qui est pour? À l'unanimité, donc je vous remercie. Nous allons passer à la 8e délibération pour le lotissement Les Ormeaux, avec le lancement de la procédure de transfert dans le domaine public communal de la voirie, des réseaux et des espaces verts. La parole est à Monsieur Gachet. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire a été saisi le 12 avril 2018 d'une demande de classement dans le domaine public communal de la voirie, des réseaux et des espaces verts du lotissement Les Ormeaux, approuvé le 2 juillet 2007 par arrêté municipal. Les voies concernées sont la rue du Fief Blanc, 240 mètres, la rue du Pré des Mauves, 230 mètres, et l'impasse du Pré des Mauves, 60 mètres. Toutes ces parcelles font une superficie de 10 583 mètres carrés. Donc, vu les différents articles qui sont ici, la commission de l'urbanisme a donné son accord, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le principe de classement, autorise Monsieur le maire à engager la procédure d'enquête publique préalable au classement définitif de la voirie, des réseaux et des espaces verts du lotissement Les Ormeaux dans le domaine public communal. Donc, c'est bien noté que c'est le lancement de l'enquête publique, ce n'est pas le classement définitif. Je rappelle que le lotissement des Ormeaux se trouve au sud-est de la ville de Luçon. Il reste encore 2 ou 3 lots à construire, mais on va pouvoir quand même le passer en domaine public assez rapidement. Remarques, questions? Oui. Je ne prendrai pas pour vote, Président. D'accord. Pour les autres, y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Donc unanimité. Monsieur Vrignot, ne prenant pas de part au vote, je vous en remercie. 9e délibération, aménagement des abords du centre aquatique intercommunal Porte-Océane, demande de subvention. La parole est à Monsieur Gachet. Considérant le programme d'aménagement des abords de la nouvelle piscine de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral, considérant ces travaux comme source de redynamisation du quartier de l'ancien port pour l'aménagement des abords de la piscine, la circulation et les stationnements faciliteront l'accueil des usagers. Les commissions d'urbanisme et des finances ont donné leur accord et a entendu l'exposé de son rapporteur. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le maire à solliciter toutes les subventions permettant d'aider au financement du projet d'aménagement périphérique du centre aquatique Porte-Océane et de signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. Donc, je rappelle que si la piscine a été construite par la communauté de communes, les abords sont à la charge de la commune. Les travaux devraient démarrer novembre 2018, novembre de cette année, pour se terminer en mars 2019. 41 places de parking supplémentaires seront créées par rapport à ce qui existe. Et les espaces verts, les coulées vertes seront créées en direction du canal. Je ne sais pas si vous avez le plan avec vous. Les 41 places seront créées devant les maisons qu'il y a là-bas sur le quai sud. Voilà. Remarques ou questions? Monsieur Nolot? Oui. On le votera parce que c'est une demande de subvention, mais on est toujours un peu dubitatif sur ce projet et sur l'avancement du canal. Ouais, voilà. C'est les abords maintenant. C'est les abords. Ok. D'autres interventions? Non. Donc en mettant le dubitatif de côté, y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. 10e délibération HPL Océan, convention de rétrocession de voirie. La parole est à Monsieur Gachet.
Alors, considérant que la société HPL Océan va construire plusieurs logements et une voirie sur les anciennes parcelles cadastrées AK 201 386, dont la superficie était de 7842 mètres carrés. Considérant que la commune et la société HPLU se sont mises d'accord pour que les parcelles cadastrées AK 440 et AK 437, dont les superficies respectives sont de 424 mètres carrés et de 120 mètres carrés, soient transférées dans le domaine public de la commune. Considérant qu'il est nécessaire d'établir une convention, la commission d'urbanisme et des finances ont donné leur accord et entendu exposer de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir libéré, approuve les termes de la convention du transfert de la voirie avec la société nommée HP L'Océan, société civile de construction, de vente dont le siège social est à Lyon, etc., etc. Et donc là, il convient de passer cette convention avec HPL et d'autoriser monsieur le maire ou moi-même à signer cette convention de transfert et tout document afférent à ce dossier. Là, c'est un lotissement qui se trouve boulevard de l'Océan. Je ne sais pas si vous avez le plan avec vous. 15 maisons doivent être construites et qui doivent être normalement mises à la vente lorsqu'elles seront terminées. Et là, on n'a pas besoin de passer par l'enquête publique parce que ce sont des logements sociaux. On peut faire le transfert directement. Et là, il était urgent de le faire parce que ce lotissement va déboucher sur le futur rond-point qui aura boulevard de l'Océan. Et la voie en question désenclavera les terrains qui se trouvent au nord de Rial. Donc voilà, ça donne ça, si vous voyez quelque chose, une dizaine de maisons avec la voie qui se trouve le long du mur existant. Le mur restera en place et la voie se trouvera juste derrière. Question, remarque, Monsieur Nolot? Oui. Dans le principe, il n'y a pas de souci, puisqu'on l'avait déjà voté l'année dernière. On peut se poser la question quand même, suite à Eurial qui est à côté et tous les problèmes qui avaient été posés par Eurial à l'époque, qui avait retoqué 3-4 fois, voire peut-être 5 fois un projet identique. Bon, là, on est sur le bord de route, c'est peut-être moins gênant. Dans le futur, est-ce qu'il y aura un prolongement de ce lotissement? Et l'autre question, c'est, donc on dit qu'on va le donner à un bailleur social, mais que ça sera à la vente. Alors, quel est le principe à la vente pour les... Voilà, je ne comprends pas trop c'est de la... Oui. C'est de la... Disons que c'est un investisseur. Logement, c'est... Voilà, c'est un investisseur qui va construire ce lotissement et qui après, il le mettra en vente. Un petit peu comme vous avez le lotissement qui est à côté des Bourdines. D'accord. Ouais. C'était comme ça. D'accord. Ouais. Il y a 15 lots. Sont Mais il y a un projet futur plus loin dans le prolongement ou pas? Non, parce que là, comme vous l'avez dit, Eurial a fait annuler un certain nombre de permis de construire. Là, Eurial était d'accord, avait donné son accord pour construire. Les terrains qui se trouvent au nord d'Eurial, qu'est-ce qu'ils vont devenir par la suite? J'en sais rien. Est-ce que Eurial sera intéressé pour les acquérir? Bon, l'avenir le dira. Par contre, ça désenclave, donc ça ouvre la possibilité de le faire. D'autres remarques ou questions? Non? Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. La 11e délibération va parler des subventions scolaires pour l'année 2018, sujet qui va être traité par Madame Reculot. Merci, Monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu les demandes des associations, vu l'avis favorable avec une abstention de la Commission des affaires scolaires du 24 avril 2018, vu l'avis favorable avec une abstention de la Commission des finances du 2 mai 2018, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, accorde les subventions suivantes pour l'année 2018 pour un montant total de 196 730 et dit que les crédits sont inscrits au budget de l'exercice en cours. Je ne vous fais pas le détail. Ces subventions sont attribuées sur un barème identique à l'année dernière. Voilà. Est-ce qu'il y a des explications? Alors, comme tous les ans, on va poser la question de la répartition et du calcul, donc on n'aura pas de réponse. Donc,
On s'abstiendra. La réponse sera la même. Voilà. En sachant qu'aujourd'hui, la somme totale des subventions scolaires, ça représente quand même 98%. 98% quand même, c'est énorme pour le GEC. L'autre souci est simple, c'est une question d'actualité. Vous avez dû voir que M. Macron a fait passer une loi concernant l'instruction obligatoire à partir de 3 ans et obligatoire dès la rentrée 2019. Donc va se poser la question simple, puisqu'on n'aura plus un calcul sur l'élémentaire, mais aussi sur la maternelle, jusqu'où on va aller. La prise en charge des ATSEM peut être prise en compte, le coût total des enfants à partir de 3 ans peuvent être pris en compte. Attendez-vous à ce que l'OGEC logiquement puisse demander un peu plus que ce qui leur était prévu. Là aujourd'hui on ne sait pas où on va et jusqu'où on va aller. Donc on a une somme aujourd'hui de 192 000 €, puisque ça sera la rentrée 2018-2019, il y a de grandes chances que l'OGEC puisse redemander une autre participation. On peut aller jusqu'à la même hauteur, mais on n'est pas obligé de le faire. Ça sera un choix politique, ça sera à vous de décider. Mais je mets en garde là-dessus que l'instruction à partir de 3 ans va certainement vous rendre obligatoire le calcul de comptabiliser la maternelle. Voilà. Oui, alors bon, je vais dire une fois de plus, il y a une décision de l'État sans avoir d'accompagnement financier derrière. Je rappelle que le coût actuel de fonctionnement, on parle bien des fonctionnements, des élèves de l'école privée par rapport à l'école publique montre un déficit important donné auprès des écoles privées, même si jamais on a fait un certain nombre de rattrapages. Derrière, j'allais dire, si on a plus d'enfants dans les écoles, moi je ne m'en plaindrai pas, parce que bon, c'est aussi le fait de faire travailler donc ces écoles et de maintenir les effectifs qu'il doit y avoir donc à l'intérieur. Le principe, je suis d'accord avec vous, globalement, il y en a un petit peu assez de voir l'État prendre des décisions pour les collectivités sans donner des contreparties ou des aides financières pour pouvoir le faire. Ça, on va être clair là-dessus. Bon, ceci dit, nous avons là, la Sainte Famille est une école sous contrat. Voilà, donc je l'ai toujours dit, nous avons en France la chance d'avoir le choix dans les écoles. La collectivité n'a pas à prendre parti pour ou contre l'un ou l'autre. Il doit donner le fonctionnement. 1 € à l'un doit être 1 € à l'autre. Ce que nous n'atteignons pas aujourd'hui, il faut être bien clair. C'est pas obligatoire, on peut aller jusqu'à. Oui, on peut aller jusqu'à. Mais j'allais dire, si on voulait vraiment que la collectivité aujourd'hui respecte la liberté de choix, il faudrait donner 1 € à l'un quand on donne 1 € à l'autre. Donc, après, si vous voulez, c'est vrai que ça a des coûts. Alors après, du point de vue investissement, bien entendu, l'investissement, il est exclusivement public quand les fonds viennent de la collectivité. Là-dessus, on est très clair. Vous n'êtes pas inquiet aujourd'hui de cette proposition aujourd'hui de compter les maternelles Ça va même plus loin, parce qu'on parle même de la cantine. Oui. Ça va même plus loin. Oui, non, mais bien sûr. Bien sûr, mais s'il y avait que ça qui m'inquiétait des décisions de M. Macron, voilà, on est bien d'accord. Ceci dit... Aujourd'hui, il y aura quand même un déséquilibre. Et voilà, est-ce qu'il y aura une différence réelle entre l'école privée et l'école publique aujourd'hui, demain? Non, il y aura une école où on payera et une école où on ne payera pas, mais on n'aura peut-être pas les mêmes services aujourd'hui et demain non plus. Voilà. Vous savez, on a mis par le passé des sommes plus importantes que celles que l'on donne aujourd'hui parce qu'il y avait plus d'enfants dans les écoles et on avait des finances qui n'étaient certainement pas dans l'état dans lequel on les a aujourd'hui. Donc de ce point de vue-là, on remplira les obligations qui sont les nôtres et je proposerai toujours cet état d'esprit de laisser le libre choix aux personnes de pouvoir choisir en mettant un fonctionnement le plus équivalent possible de l'un vis-à-vis de l'autre. Je dirais encore plus, demain, quand l'école publique sera construite neuve, là on sera sur un vrai pied d'égalité. Aujourd'hui, on ne l'est pas. Voilà. Oui. Ça va venir, monsieur. Ça va venir, monsieur. Ok, d'autres interventions? Non? Donc je le soumets à votre vote.
Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Donc 22 pour et 5 abstentions. Je vous en remercie. Nous avons à parler des subventions aux associations à vocation sociale, dont je vais vous parler puisque Mme Thibault n'est pas là. Bon, le début de la délibération est quasiment la même que celle qu'on vient de vous donner. Sur ces subventions, pas de grandes modifications par rapport à l'année dernière, si ce n'est qu'il y a une subvention en moins, qui est une subvention qui s'intéressait auprès de certains pays d'Afrique, qui aujourd'hui arrête son activité. Et nous avons donc une nouvelle association, c'est la NDTLN, de tous les nôtres, hein, qui est en fait une association d'accompagnement des familles qui ont subi un décès dans cette famille. Donc, on leur donne une subvention donc, de 200 €, hein, comme on fait pour toutes les nouvelles associations. En dehors de ça, c'est les subventions traditionnelles que l'on donne toutes les années, à un montant équivalent de celui de l'année dernière. Avez-vous des remarques ou des questions? Monsieur Lelot? Oui, je vais juste redire ce qu'on avait déjà dit, que voilà, pour les associations à vocation sociale, il aurait été bien de remonter à ce qu'on était, au moins pour les deux plus gros, c'est-à-dire la Croix-Rouge française et puis les Secours catholiques, qui étaient à près de 5 000 € il y a 3 ans, et on aurait pu faire un petit effort de ce côté-là. Ça faisait 2 400 € de plus, c'est pas, voilà. Je pense que ça aurait pu être significatif et montrer qu'on n'abandonne pas le social sur Luçon, même si on ne l'abandonne pas réellement. Hein, c'est pas, ce que je veux dire. J'ai failli aller de travers. Oui, mais on ne peut pas accueillir des logements. Aujourd'hui, on ne peut pas accueillir des logements sociaux, avoir accueillir des immigrés et ne pas donner un petit peu, au moins revenir à ce qu'il y avait avant. Voilà, c'est tout. On est bien content de trouver ces associations pour donner un coup de main. Ça serait bien de leur rendre aussi. Eh bien, écoutez, on en discutera au moment des prochaines subventions. Hein, j'entends. D'autres remarques? Non. Alors, ceci dit, on n'abandonne pas du tout ces associations. On va être clair. Hein. Bien. Donc, je soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Madame Coirier, ne prenant pas part au vote. Nous allons passer aux subventions aux associations en vocation sportive et de loisirs pour l'année 2018. Et c'est un sujet qui va être traité par Monsieur Edouin. Merci, Monsieur le maire. Alors, concernant le sport, donc, vu le Code général des collectivités territoriales, vu les demandes des associations, vu l'avis favorable de la Commission des sports du 26 avril 2018, vu l'avis favorable avec une abstention de la Commission des finances du 2 mai 2018, ayant entendu l'exposé de ce rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, accorde les subventions suivantes pour l'année 2018. Alors le montant qui est inscrit donc, en ce qui concerne les associations présentes là, sur ces délibérations, on est à 45 740. Ce que je voudrais préciser, c'est que comme chaque année, donc, les associations loisirs ont eu une somme qui a été arrêtée à 120 €. Pour le reste, il y a des petites variations, puisque comme chaque année, nous avons, avec la commission sport, donc, décidé et fait des choix pour répondre favorablement à des demandes de manifestation et d'autres à des demandes de matériel. En l'occurrence, le budget total du sport, je vais y inclure les deux autres délibérations concernant le basket et le foot. Les subventions versées au sport cette année seront de 106 740 €, dont 8 500 € pour les manifestations et 4 900 € pour les matériels. Je voudrais préciser quand même qu'il y a une nouvelle association, donc l'Acrovoltige, pour laquelle a été attribué 420 €. C'est une association qui émane de l'ancien club de gymnastique, pour lequel voilà, ils ont préféré avoir une activité à côté, puisqu'il n'y a pas de compétition.
Préciser que le club de gym n'a pas fait de demande de subvention de fonctionnement. Par contre, elle a fait une demande d'investissement pour le matériel qui sera pris en charge directement par la ville. Préciser aussi que donc, nous avons répondu aux associations qui ont déposé leur dossier en temps et en heure. Certaines associations n'ont pas fait de demande, et celles qui ne les ont pas, qui ont retiré un dossier, mais qui ne l'ont pas déposé, donc c'était prévu début mars. À ce jour, n'ayant pas eu non plus de réponse, nous n'avons pas, bien entendu, étudié leur dossier. Voilà ce que je peux dire. Lorsque l'on travaille sur les subventions sportives, c'est toujours l'occasion d'avoir les statistiques. J'aime bien chaque année, donc effectivement, vous en donner le résultat. Donc en l'occurrence, cette année, sur les associations dites compétition, nous avons 2838 licenciés, dont sur lequel je vais retirer le rugby, parce que le rugby c'est un petit peu à part. Donc on arrive à 2602 licenciés, et la part de Luçon représente 1032 licenciés. C'est-à-dire qu'on est comme chaque année. Alors là, on est à 39,66%, donc on va dire qu'on a 40% de Luçonnais au sein de nos associations et 60% donc hors Luçon. Voilà. C'est un constat, encore une fois, en sachant que nous avons bien entendu les personnes habitant donc hors Luçon permettent de gonfler les associations et d'avoir des bons fonctionnements et de très bons résultats. Nous avons aussi donc de nombreux bénévoles qui ont aussi des responsabilités de dirigeants donc au sein de ces associations. C'est simplement un constat par rapport aux subventions que nous votons aujourd'hui. Voilà. Remarques ou questions? Pas spécialement sur le contenu, puisqu'on a deux membres de l'opposition qui font partie de la commission et qui ont travaillé avec vous. Donc c'est remonté et quand on veut travailler, on peut travailler, donc il n'y a pas de souci. Il y aura juste le constat, effectivement, qu'en tant que ville-centre, on n'a pas le choix et on récupère bien évidemment, et encore plus dans une intercommunauté forte de 54 000 habitants, des gens de l'extérieur. Effectivement, il y a toujours la compétence qui se posera, compétence sport et même voire subvention aux associations sportives de haut niveau. J'espère qu'un jour on y arrivera et que le gros projet d'une piste athlétisme arrivera un jour sur la ville. Enfin, sur l'intercommunalité. Oui, sur l'intercommunalité, mais quand on est ville-centre et qu'on prend jusqu'à 60% d'extérieur, il y a aussi d'un autre côté le fait de réunir sur notre territoire un tel équipement, pardon. Et il ne faut pas oublier aussi par ces subventions que c'est le rayonnement de la ville qui passe en premier. Je vous rappelle que le foot et le basket à l'époque en national faisaient rayonner la ville. On peut voir ce qui se passe maintenant aux Herbiers. Ils ont fait un jackpot total pour l'image de la ville et pour l'économie aussi. L'autre point, ça serait plutôt sur le club de gym. On a vu passer donc effectivement l'ancien club de gym puisqu'il a été dissolu dissous. Non, pas cher. Allô. Nous sommes dans les subventions, dissous suffit. Dissous, c'est pas cher. Donc, il a arrêté. Et la question était, puisqu'on l'a vu passer dans le journal, malheureusement sans y être averti, que le matériel a été a priori racheté par la ville. Quel montant? Et voilà, la question est pourquoi le matériel du club de gym a été acheté par le club de gym, à moins qu'il y ait la subvention CNDS là-dessus. Il n'y avait pas de subvention. Et aujourd'hui, ne faisons pas l'erreur de refinancer du matériel à l'association qui, en plus, pour une salle qui était neuve et pour du matériel qui était... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre de la liquidation de l'ancien club de gym, effectivement, il y avait du matériel qui appartenait au club de gymnastique. Alors, ça ne faisait pas partie du matériel récent, puisque avec la nouvelle salle spécifique gymnastique, on n'était pas loin des 100 000 € d'investissement matériel, ce qui était quand même important. Voilà, qui appartient à la mairie. Voilà. Par contre, le club avait acquis depuis plusieurs années certains tapis, pour lequel donc la valeur est estimée aux alentours de 2200 €, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, le jour de la liquidation, lorsque le liquidateur s'est déplacé à Luçon pour la vente, il y a d'ailleurs
M. Bonin qui était présent, donc la ville a souhaité racheter donc, ce matériel. C'est la raison pour laquelle cette année, effectivement, par rapport à une demande de matériel, le club n'a pas demandé, le nouveau club je parle, hein, donc n'a pas demandé d'aide en fonctionnement, et ce d'autant plus qu'on est quand même sur une année N-1 finalement, et du coup, pour les 4 500 € d'investissement en matériel, j'ai plutôt sollicité la municipalité pour qu'elle puisse, la ville puisse l'acheter, déjà pour pouvoir récupérer la TVA, et puis effectivement, bon, j'espère que ça ne sera pas le cas, mais si d'ici quelques années, malheureusement, ça devait mal tourner pour le club, que nous n'ayons pas à racheter une deuxième fois ce matériel, voilà. Hein. En sachant quand même que bon, le matériel qui a été racheté par la ville, on n'est pas vraiment certain que finalement que c'est la ville qui l'ait payé. On sait que lorsque les clubs organisent des manifestations, bon, ils ont eu des aides, mais c'est vrai que c'est un petit peu dommageable que nous ayons été obligés de remettre la main à la poche pour acheter. Alors, bon, voilà ce que je peux dire. Ouais. Non, mais je pense que c'est important de le préciser parce que oui. Ça peut laisser penser que le matériel qui a été installé dans la nouvelle salle était pour eux et leur appartenait. Donc, alors, ce qui paraissait pas logique, c'est bien de le préciser et de dire qu'on rachète du matériel, peut-être qu'il était dans les autres salles à l'époque. Oui, ancienne salle, attention, il a été estimé à 2200 €, mais je pense que ce matériel, s'il avait été neuf aujourd'hui, on serait plus proche des 15 à 20 000 €. Hein. Je rappelle que le matériel gymnastique, tapis, ça coûte excessivement cher. Hein. Voilà. D'autres remarques ou questions? Non? Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des abstentions? D'accord. Alors, un qui ne prend pas part. Pour l'attelage. Donc, y a-t-il des abstentions? Des contre? Qui est pour? D'accord. Vote. Donc, ok. 14e délibération, subvention et convention avec l'association Luçon Football Club. La parole est à Monsieur Edouin. Oui, donc on en a un petit peu parlé avant. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, donc vu la loi du 12 avril 2000, en son article 10 relatif à la conclusion d'une convention avec l'organisme de droit privé, vu le décret 2001-495 fixant ce montant à 23 000 €, vu l'avis favorable de la Commission des sports du 26 avril 2018, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 2 mai 2018, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, accorde une subvention d'un montant de 30 000 € à l'association Luçon Football Club, approuve les termes de la convention avec l'association Luçon Football Club et autorise M. le maire ou M. François-Edouin Jean-Maire à signer la convention. Voilà, donc on aura la même délibération aussi pour le basket, à partir du moment que, enfin chaque année, je dirais, lorsque le montant dépasse 23 000 €, il y a donc une convention qui est mise en place. Je voudrais quand même rappeler, en ce qui concerne le foot, là, sur les 30 000 €, réellement, il reste 15 000 € à verser aujourd'hui. Il a déjà été versé en acompte 15 000 €. Voilà ce que je peux préciser. Des remarques ou des questions? Oui, non, c'est juste, j'avais signalé déjà pendant la commission finance, il y avait une tuile et il n'y en avait qu'une, là maintenant il y en a deux. Dans la convention, donc au niveau de la loi, c'est marqué 30 000 € et on avait dit c'était 23 000. C'est 23 000, oui. Ça a été corrigé dans le mauvais sens. Oui, il y a eu Parce qu'il n'y avait que le basket qui était concerné. Les deux conventions, basket et foot. Au niveau de la loi, c'est 23 000 et pas 30 000. Dans les annexes. L'annexe, oui. L'annexe. C'est juste en dessous le nom des présidents. Il a été convenu ce qui suit, et vous avez le décret, et le montant est mis à 30 000 €. Ouais. Bon, on va le corriger, merci. Non, mais je pense qu'il n'y avait que le basket qui était concerné. Oui, en fait, ça a été modifié dans le mauvais sens. C'est bizarre parce que ça avait été modifié directement. Ça a été modifié directement au moment de la... Il y a un truc qui s'est pas... Bon, très bien, merci. Parce que, souvenez-vous, on l'avait modifié directement au moment de la commission des finances. Donc bon, désolé. Donc 23 000. C'est exact. Et du coup, moi, je n'avais pas vérifié. Parce que...
À ce détail près, y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? À l'unanimité, je vous remercie. L'association, donc subvention et convention pour l'association Luçon Basket Club. Monsieur Edouin. Merci Monsieur le maire. Écoutez, il s'agit de la même délibération, sauf qu'elle s'adresse cette fois-ci pour le Luçon Basket Club. Et le montant n'est pas de 30 000 euros, mais de 27 000 euros. Voilà. Donc effectivement, il faudra faire la même modification en ce qui concerne la convention. Voilà. Mais, donc là, pareil, sur les 27 000 euros, il y a déjà 7 000 euros qui avaient été versés en acompte. Et il y aura bien 23 000 euros à la place de 30 000 euros. Des remarques? Des questions? Non. Donc y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Unanimité, merci. 16e délibération, subvention culturelle et urbaine pour l'année 2018. La parole est à Madame Parpaillon. Merci Monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu les demandes des associations, vu l'avis favorable de la Commission de la culture du 25 avril 2018, vu l'avis favorable à une ascension de la Commission des finances du 2 mai 2018, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, accorde les subventions suivantes pour l'année 2018. Au niveau des subventions culturelles, elles sont restées stables par rapport à 2017. Je ne vais pas vous les relire. Simplement vous donner une explication pour l'association du comité des fêtes à qui nous avons mis 1 000 euros pour une demande de subvention due à une manifestation sportive qui va être organisée au Guifette. On l'avait expliqué en comité finances. Et puis il y a également aussi l'association des commerçants. La ville a rajouté 1 000 euros pour une demande de subvention FEDER qu'ils ont fait auprès de la communauté de communes pour leur projet Imagine Action qui englobe le commerce et le territoire. Voilà ce qu'il y a à dire sur les subventions culturelles qui sont donc d'un montant de 79 950 euros. Remarques ou questions? Juste une question. On se posait la question sur le montant de l'association, la Société Philharmonique. Pourquoi une telle somme? Puisque aujourd'hui c'est celle qui perçoit le plus, on peut connaître des détails. Enfin voilà, c'est pas pour juger, mais on aimerait savoir, puisqu'on est plus que le le la Foire Expo. C'est le salaire du chef. Oui, alors effectivement, il s'agit le salaire du chef de M. Crépeau. Oui, voilà. Le salaire de. Oui, c'est uniquement dû à ça. Autre remarque, question? Non? Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? D'accord. Marie-Paul. D'accord, Marie-Paul Coirier aussi. Donc 2 personnes ne prenant pas part au vote. Les autres sont-ils contre? S'abstiennent? Qui est pour? L'unanimité, donc mesdames Poirier et Cubel ne prenant pas part au vote. Voilà. Ok. 17e délibération, Maison du Maine, règlement intérieur et utilisation, convention de mise à disposition. La parole est à Monsieur Bonin. Merci Monsieur le maire. Donc délibération qui concerne donc l'utilisation maintenant et le règlement intérieur et la convention de mise à disposition de la Maison du Maine, donc cette structure municipale dédiée à l'organisation de réunions ou d'activités, qui est gérée par le service municipal donc du Forum des associations. Il était donc nécessaire de mettre en place un règlement intérieur pour l'utilisation de ces locaux et une convention. Alors vous les avez en annexe 5. Décrire rapidement le règlement intérieur. Vous avez la capacité des locaux, à savoir que nous avons 5 salles officielles plus une petite salle annexe donc qui peut recevoir du public. Chaque salle reçoit en moyenne 40 personnes, sauf la grande salle, la salle qu'on appelle la salle Le Frêne, qui peut recevoir 110 personnes. Voilà. Et après vous avez donc les conditions d'utilisation donc de cette maison. Ce sont des dispositions surtout relatives à la sécurité et puis à l'utilisation concernant principalement les horaires. Le respect aussi bien sûr des riverains pour éviter les nuisances et puis le respect également des locaux avec tout ce que l'on connaît dans le cadre des responsabilités qui incombent à chacun pour une bonne gestion donc, de cette salle.
Et puis dans l'annexe également, vous avez la convention donc, qui définit donc, la mise à disposition sur l'utilisation de ces locaux. Voilà, donc tout simplement, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Bon, c'est plus une remarque qu'une question. Pour utiliser la salle régulièrement, aujourd'hui, dans le respect des riverains, c'est vrai que le parking est souvent vite plein, c'est compliqué de se garer, mais aussi pour la maison des associations au port. Le problème aujourd'hui, c'est que des habitants viennent se garer le soir, voire restent stationnés toute la journée. Est-ce qu'il n'y aurait pas bon, le week-end encore, c'est pas trop gênant, puisqu'il n'y a pas d'utilisation, mais y aurait-il pas une solution de trouver que le dernier sortant aujourd'hui ferme le portail à clé, tout simplement pour pouvoir laisser la place libre. On ferme bien la salle à clé en partant, on pourrait aussi fermer le portail, même s'il n'y a plus de portail, je crois, à la maison des associations au port. Voilà, il y a un souci, parce que quand vous avez déjà 5-6 voitures qui sont garées, c'est compliqué, et effectivement, souvent, ça arrive que des gens voilà, d'un certain âge se garent mal, puissent se garer devant des portails. Je peux comprendre les riverains qui sont excédés par ces stationnements, mais effectivement, si de l'autre côté, il y a déjà des voitures qui sont garées à l'intérieur, bon, ça fait des places en moins. Voilà. Je pense qu'il y a une solution à aller les chercher de ce côté-là. C'est peut-être la plus simple. On remet bien la clé le dernier sortant, donc peut-être qu'on peut fermer ce portail. Voilà. Après, c'est pas contre certains riverains. C'est vrai qu'il y a des stationnements, c'est pas facile. Hein. Ce qu'il faudrait, c'est demander effectivement, parce que les riverains, c'est à leur demande en fait qu'on a laissé le portail ouvert, oui, parce qu'effectivement, ils protègent leur véhicule. Vous avez vu surtout que la rue est rétrécie hein, quand on revient après sur l'avenue Michel Rambaud. Donc c'est vrai que pour eux, c'est une commodité, puis surtout une sécurité pour leur voiture le soir, que de ranger leur voiture. Alors ce qui serait peut-être plutôt envisageable, c'est de leur demander, on peut faire un papillonnage ou même aller voir les riverains, qu'ils ne mettent leur voiture qu'à partir d'une certaine heure. Ça éviterait effectivement comme tu le dis, que le parking soit squatté déjà dès 18h le soir, par exemple. C'est peut-être une solution. Mais c'est vrai que malheureusement, il n'y a pas suffisamment de place de parking. Et, bon, on peut se réjouir qu'effectivement l'utilisation des salles permette l'occupation, bien sûr. Et puis, mais les gens viennent en voiture pour la plupart, très souvent. Et c'est vrai que cette rue est très, très encombrée. Mais on peut effectivement faire une démarche auprès des riverains, dans ce sens-là. Merci de ces suggestions. D'autres remarques? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Unanimité. Donc, 18e délibération subvention en faveur de la jeunesse et de la petite enfance pour l'année 2018. Ce sujet va être traité par M. Charpentier. Merci, Monsieur le maire. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, vu les demandes des associations, donc vu l'avis favorable de la commission jeunesse de la petite enfance du 24 avril, vu l'avis favorable avec une abstention de la commission des finances du 2 mai, donc le conseil municipal, après en avoir délibéré, accorde des subventions à 3 associations qui l'ont demandé. Donc c'est sensiblement les mêmes sommes que l'année dernière, donc les Amis du Scoutisme, la Cicadelle et Marie Poppins, pour un total de 920 €. Remarques ou questions? Non. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? À l'unanimité, je vous en remercie. 19e délibération, subvention et convention avec l'association Le Campus. La parole est à Monsieur Charpentier. Merci, Monsieur le maire. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, donc, vu l'avis favorable de la commission jeunesse de la petite enfance du 24 avril et de la commission des finances du 2 mai 2018, donc le conseil municipal accorde une subvention de 92 000 € au campus. Donc, vous avez la convention annexe 6 qui présente l'ensemble des différents points. Des remarques ou des questions, Monsieur Nolot? Une remarque, je ne sais pas si ça a été fait exprès, mais les subventions à la jeunesse et petite enfance représentent seulement 1% de la subvention totale du campus. Voilà, c'était juste une remarque. Pardon, je n'ai pas compris, excusez-moi. Ah, d'accord. Non, non. Nous ne prendrons pas part au vote. On est 3, pas, voilà, pour le campus. D'accord. Alors, pour les autres, y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour?
Voilà, donc à l'unanimité, 3 personnes ne prenant pas part au vote, donc M. Charpentier, Mme Simonet et Mme Parpaillot. Nous allons passer à la 20e délibération où nous allons parler d'autorisation spéciale d'absence. La parole est à Mme Simonet. Elle va nous lire in extenso toute cette belle délibération. Merci, Monsieur le maire. Non, je vous ferai grâce du détail de ces... Enfin, du détail, oui, c'est un grand détail de cette subvention. En gros, nous avons remis à plat toutes les demandes d'autorisation d'absence afin de les adapter à une nouvelle forme de vie, dirons-nous, et puis de limiter quelques petits abus. Juste une précision, 2 grandes catégories d'autorisation d'absence. Donc les autorisations d'absence dont les modalités précisément définies s'imposent à l'autorité territoriale. Donc l'exercice d'activités syndicales, autorisation liée à l'exercice d'un mandat électif local et participation à un jury d'assises. Et les autres autorisations liées à un événement familial ou à un événement de la vie courante pour lesquelles, en l'absence de réglementation spécifique à la fonction publique territoriale, c'est à l'organe délibérant, donc nous, de fixer les modalités et conditions d'attribution après avoir recueilli l'avis du comité technique. Donc en effet, on a adapté à un nouveau mode de vie, enfin, notamment pour le mariage des beaux enfants, enfin, des choses comme ça, des choses sympathiques. Donc voilà. Et puis la seule différence, c'est les autorisations d'absence dans le cadre d'un rendez-vous médical. Il y a eu quelques petits débordements, donc les autorisations seront toujours accordées, mais par contre, ce sera récupérable. C'est-à-dire que les agents devront rendre les heures qu'ils auront prises pour s'absenter. Donc voilà, donc, dans ce cadre, et vu l'avis favorable du comité technique en date du 12 février 2018, vu l'avis favorable de la commission des finances en date du 2 mai 2018, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'accorder au bénéfice des agents titulaires, stagiaires, non titulaires, contrats aidés et apprentis les autorisations d'absence figurant dans le tableau ci-dessous et précise que ces autorisations d'absence seront accordées sous réserve des nécessités de service, qu'elles sont à prendre au moment de l'événement et ne peuvent être ni reportées ni payées. Ainsi, si l'événement survient au cours de jours non travaillés, congés annuels ou maladie, RTT ou temps partiel, ces congés ne pourront pas être reconvertis en autorisation spéciale. C'est vrai qu'il y avait des précisions quand même à apporter à ce niveau-là. Voilà. Des remarques, des questions? Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? À l'unanimité, je vous remercie. La 21e délibération va parler des créations de postes, traitée par Madame Michèle Simonet. Merci, Monsieur le maire. Donc une délibération que nous prenons tous les ans à la même époque. On ne peut regretter qu'une chose, c'est que la CAP soit de moins en moins généreuse et que malheureusement, il y ait de moins en moins de création de postes. Bon, ceci dit, il convient de fixer l'effectif des emplois à temps complet et à temps non complet nécessaires au fonctionnement des services lorsqu'il s'agit d'actualiser le tableau des emplois pour permettre des créations de postes pour recrutement nouveau, la nomination d'agents inscrits sur liste d'aptitude après réussite à un concours ou à un examen, l'avancement au grade supérieur au titre de la promotion interne, l'avancement de grade, la mutation d'agents et le détachement d'agents. Considérant les avancements de grade au titre de la promotion interne après avis de la commission administrative paritaire du 15 février 2018, considérant les avancements de grade au choix de l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire du 19 avril 2018, considérant qu'un agent a passé avec succès le concours de rédacteur, considérant qu'un agent a passé avec succès le concours d'ADSEM principal de 2e classe, vu la délibération du 20 février 2018 fixant les ratios promouvables pour l'avancement de grade des agents de la collectivité pour l'année 2018, vu l'avis favorable de la commission des finances du 2 mai 2018, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, crée un poste d'adjoint administratif principal de 1re classe, un poste d'agent de maîtrise, un poste d'ADSEM principal de 2e classe, un poste de rédacteur. Tous ces postes seront à temps complet et autorisent Monsieur le maire ou moi-même à signer les arrêts correspondants, dit que les crédits nécessaires seront affectés au chapitre 012.
on ne peut que féliciter les agents qui ont eu leur concours et on encourage tout le monde à passer les concours. Remarques ou questions? Donc je le soumets à votre vote. Des contre? Des abstentions? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. La 22e délibération va parler de création d'emplois saisonniers. Et là encore, Madame Simoni. Merci, Monsieur le maire. Donc, une délibération que nous prenons également tous les ans. Donc, c'est essentiellement pour créer les emplois saisonniers dans le cadre du centre de loisirs. Donc il y a 16 emplois saisonniers maximum pour le mois de juillet, 16 emplois saisonniers maximum pour le mois d'août, en fonction des effectifs bien sûr, pour le centre de loisirs. Là, le motif de recours, article 3 alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, durée des contrats sur la période du 9 juillet 2018 au 31 août 2018, temps de travail vacataire sur une base de 9 heures par jour, nature des fonctions animateurs, niveau de rémunération, les animateurs ainsi recrutés percevront une indemnité journalière calculée sur la base de 1/30e traitement brut mensuel correspondant à l'indice brut de 347, indice majoré 325. Alors selon les critères suivants, donc, il y a donc les animateurs titulaires BAFA, animateurs stagiaires BAFA, mini-camp titulaires BAFA, mini-camp stagiaires BAFA, animateurs référents moins de 6 ans et plus de 6 ans. Donc, les agents percevront également 10% de leur salaire de base correspondant au congé payé. Et donc, autorise Monsieur le maire ou moi-même à signer les contrats de recrutement correspondants et dit que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois ci-dessus créés seront inscrits au budget chapitre 012. Questions, remarques, Monsieur Nolot? Madame Simonet va être libérée bientôt, puisque c'est la dernière fois qu'on le vote, a priori. Puisque le 1er janvier 2019, ça passera normalement. Sous intercom. Normalement. Sur ces bonnes remarques, y a-t-il d'autres interventions? Non. Donc, y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Unanimité. Donc, je vous en remercie. 23e délibération, fixation du nombre de représentants du personnel au comité technique et décision du recueil de l'avis des représentants de la collectivité. La parole est à Madame Simonet. Merci Monsieur le maire. Donc les quatre dernières délibérations sont concomitantes puisqu'elles concernent et le comité technique et le CHSCT, comité d'hygiène et de sécurité. Donc je vais vous en lire une sur deux à chaque fois. Donc fixation du vu la loi numéro 83-634 du 13 juillet 83 portant droits et obligations des fonctionnaires, vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment ses articles 32, 33 et 33.1, vu le décret numéro 85-565 du 30 mai 1985 modifié, relatif au comité technique des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, et notamment ses articles 1, 2, 4, 8 et 26, considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 14 mai 2018, soit plus de 6 mois avant la date du scrutin, considérant que l'effectif apprécié au 1er janvier 2018 servant à déterminer le nombre de représentants titulaires du personnel est de 178 agents, ville et CCAS de Luçon, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 2 mai 2018 ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe le nombre de représentants titulaires du personnel à 4 et en nombre égal le nombre de représentants suppléants, décide le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la ville de Luçon et du CCAS de Luçon égal à celui des représentants du personnel de la ville de Luçon et du CCAS de Luçon, titulaires et suppléants des agents. Décide le recueil par le comité technique de l'avis des représentants des collectivités et établissements en relevant. Remarques ou questions? Donc, y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour?
unanimité, je vous en remercie. 25e délibération concordante. Création d'un comité technique commun, commune de Luçon et centre communal d'action sociale de Luçon. Non, c'est pas. Il y a la 24 d'abord. Excusez-moi. Oh, pardon, j'en ai sauté non, une. mais c'est pas. Excusez-moi. C'est pas grave, c'est le CHSCT. Fixation du nombre de représentants des personnels et institutions ou non du paritarisme au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la commune de Luçon et du CCAS de Luçon. La parole est à Madame Simonet. Merci Monsieur le maire. Donc c'est la même que la précédente. Par contre, cette fois-ci, ça concerne le CHSCT et non plus le CT. Donc voilà, c'est exactement la même. Donc fixe le nombre de représentants titulaires du personnel à 4 et en nombre égal le nombre de représentants suppléants. Décide le maintien du paritarisme numérique au CHSCT en fixant un nombre de représentants de la collectivité égal à celui des représentants titulaires et suppléants du personnel. Décide le recueil par le CHSCT de l'avis des représentants de la collectivité et établissements publics en relevant. Juste pour ces deux délibérations, on ne peut regretter qu'une chose, c'est que ce soit fixé à 4 ans, le mandat, et que ça ne suive pas le mandat électif. C'est un peu dommage, mais bon, c'est ainsi. Ça, c'est dû à la nouvelle loi ? Oui. Ouais. Nous avons eu la réponse récemment. Il paraît que c'est pour s'adapter à ce qui existe dans le privé. Sauf que je pense qu'on n'est pas tout à fait dans le même cas. Et c'est vrai que ça serait bien. La question que j'avais posée la dernière fois pour la commission finance, s'il y avait une fusion entre les deux. Aujourd'hui, dans le privé, on a la fusion entre les CE et les CHSCT qui s'appelle, je l'ai noté parce que c'est nouveau, Comité social et économique. Aujourd'hui, on n'est pas dans ce cas de figure dans le public. On en parle. Oui, voilà. On en parle et ça va venir aussi. C'est compliqué ça va être compliqué de motiver des gens à se représenter, à être des représentants d'une entreprise ou du service public, si on mélange en même temps l'économique et le social. C'est-à-dire que vous avez des gens qui vont vouloir s'investir dans un CE, dans des choses qui permettront la vie sociale d'une entreprise, et en même temps on va leur demander d'intégrer l'ancien CHSCT, qui ne les intéresse absolument pas. Donc on va partir sur une dérive qui va être totale, en plus une obligation de réunion tous les 2 mois, alors qu'avant il suffisait juste de demander, le CHSCT pouvait demander voilà. Nous sommes en phase là-dessus, mais malheureusement... Il va y avoir un gros souci, moi je pense qu'il va y avoir des dérives, et on verra si ça arrive dans le public, mais c'est peut-être pas la meilleure solution aujourd'hui non plus. On est d'accord. Il faut saisir le député. Bon, je ne vais pas plus loin. Alors, bien. Ceci dit, sur cette délibération, je pense qu'on partage les mêmes points de vue. Sur cette délibération, donc, y a-t-il des contre, des abstentions? Qui est pour? Donc l'unanimité. Donc cette fois-ci, nous allons parler de la délibération concordante, création d'un comité technique commun, commune de Luçon et centre communal d'action sociale de Luçon. La parole est à Madame Simonet. Merci Monsieur le maire. Donc là c'est pareil, il y a deux délibérations à suivre qui sont exactement les mêmes, une concernant le comité technique et l'autre le CHSCT. Donc je ne vous les lirai pas en totalité toutes les deux. Donc il peut être décidé par délibération concordante des organes délibérants d'une collectivité territoriale et d'un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité de créer un comité technique unique compétent à l'égard des agents de la collectivité et de l'établissement ou des établissements, à condition que l'effectif global concerné soit au moins égal à 50 agents. Considérant l'intérêt de disposer d'un comité technique unique compétent pour l'ensemble des agents de la collectivité et du CCAS, considérant que les effectifs d'agents titulaires stagiaires, non titulaires et contrats aidés au 1er janvier 2018, communes 141 agents et CCAS 37 agents, permettent la création d'un comité technique commun, le maire propose la création d'un comité technique unique compétent pour les agents de la collectivité du CCAS. Ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide la création d'un comité technique unique compétent pour les agents de la collectivité et du CCAS. Remarque, question? Non? Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? À l'unanimité, donc je vous en remercie.
26e délibération concordante de création d'un comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail commun, commune de Luçon et centre communal d'action sociale de Luçon. Cette dernière délibération va être traitée, on ne s'en lasse pas, par la douce voix de Madame Simonet. Merci, Monsieur le maire. Donc, comme il s'agit de la même que la précédente, nous contenterons de dire que le maire propose la création d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail unique compétent pour les agents de la collectivité et du CCAS. Ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide la création d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail unique compétent pour les agents de la collectivité et du CCAS. Remarque, question. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? À l'unanimité. Écoutez, c'est sur cette belle unanimité que notre conseil municipal prend fin. Je vous en remercie et je vous souhaite une bonne soirée à tous.